fut l'un des principaux architectes de l'esprit artificiel, un visionnaire discret qui contribua à la naissance d'une technologie qui allait changer le monde à tout jamais. Pendant des années, il poursuivit le rêve d'une véritable intelligence artificielle avec une dévotion quasi spirituelle. Mais à mesure que sa création gagnait en puissance, sa peur grandissait elle aussi. Puis, par un geste qui ébranla le monde de la technologie, il risqua de détruire l'empire même qu'il avait aidé à bâtir. Cet unique acte de rébellion, né de la conviction qu'il voyait un danger que nul autre ne percevait, allait le placer sur une nouvelle voie, solitaire. Qu'a donc vu le créateur dans sa propre création pour le forcer à tenter de tout débrancher? Não se esqueça de deixar o like, comentar e se inscrever. Apoie o conteúdo que você curte, assim haverá mais. Ilya Sutskever naquit en 1986 à Gorky, en Union soviétique dans une famille d'ingénieurs. Son monde a commencé dans un lieu qui n'existe plus sur les cartes, une ville alors fermée aux étrangers, vibrant au rythme calme et intense de la science soviétique. Chez lui, le langage de la logique et des mathématiques était parlé aussi couramment que le russe. C'était un environnement où la rigueur intellectuelle n'était pas seulement encouragée, mais constituait le tissu même de l'existence. Le monde extérieur était fait de certitudes et de structures, mais à l'intérieur, un jeune esprit se forgeait avec les outils pour tout remettre en question. Cette fondation, bâtie sur le socle de l'éducation soviétique systématique, était sur le point d'être jetée dans le creuset d'un changement radical. Les certitudes de fer de son enfance étaient sur le point de se dissoudre, le forçant à s'adapter ou à être laissé pour compte. Quand Ilya eut 5 ans, le monde qu'il connaissait se fractura. L'Union soviétique s'effondra et sa famille prit la décision de changer de vie en émigrant. Leur première escale fut Israël, un monde à part à tous points de vue. Pour un jeune garçon, ce fut une profonde dislocation, une immersion soudaine dans une nouvelle langue, une nouvelle culture et un paysage brûlé par le soleil aux antipodes des forêts russes. Ce fut sa première leçon d'adaptation, la prise de conscience que la capacité de l'esprit à apprendre et à se reconfigurer était l'outil de survie ultime. Les défis étaient immenses, non seulement linguistiques, mais aussi identitaires. Il était le produit d'un empire déchu, désormais un nouveau venu sur une terre ancienne. Cette expérience a planté une graine, la compréhension que l'intelligence elle-même est un processus de navigation dans l'inconnu, de recablage de ses propres connexions internes pour donner un sens à une nouvelle réalité. Le voyage de la famille qui n'était pas terminé, après plusieurs années en Israël, ils déménagèrent de nouveau, cette fois de l'autre côté de l'Atlantique, au Canada. Il arriva adolescent, confronté à un autre paysage culturel et éducatif. Toronto était une mosaïque de cultures, un endroit où son expérience d'immigrant n'était pas une anomalie mais un fil conducteur commun. C'est ici que ses talents intellectuels commencèrent à s'épanouir véritablement. Il excella en mathématiques et en informatique, son esprit déjà entraîné par une décennie d'adaptation constante. Ce triple héritage, la rigueur analytique de l'école soviétique, la résilience forgée en Israël et les opportunités offertes par le Canada créa une fondation intellectuelle unique. Il n'était pas d'un seul endroit, mais de tous, portant en lui les perspectives de mondes multiples alors qu'il entrait sur le campus de l'Université de Toronto. Au début des années 2000, l'Université de Toronto était une plaque tournante de l'informatique, mais le domaine de l'intelligence artificielle était en état de guerre civile silencieuse. La philosophie dominante était l'IA symbolique, une approche qui traitait l'intelligence comme un ensemble de règles logiques. L'idée était que si l'on pouvait écrire suffisamment de règles intelligentes, on pourrait créer une machine pensante. C'était net, c'était propre, et pour beaucoup, c'était la seule voie respectable. Dans un coin tranquille de l'université, cependant, un petit groupe de chercheurs avait une croyance différente, presque hérétique. Ils étaient les disciples d'un homme qui croyait que l'intelligence n'était pas une question de logique pure, mais d'un apprentissage désordonné, interconnecté, de style biologique. Cet homme était Geoffrey Hinton et son évangile était le réseau de neurones. À l'époque,
Hinton était un brillant marginal, le soi-disant parrain de l'IA dont les enfants n'avaient pas encore atteint la notoriété. Il avait défendu l'idée des réseaux de neurones pendant des décennies, à travers de multiples hivers de l'IA où les financements se tarissaient et la communauté dominante rejetait son travail comme une impasse. Sa conviction était simple mais profonde. La meilleure façon de construire un esprit artificiel était de copier le plan du seul véritable que nous connaissions, le cerveau humain. Il envisageait un avenir bâti sur de vastes réseaux d'unités de calcul simples, ou neurones, qui pourraient apprendre de l'expérience, tout comme un enfant. Pour l'establishment, cela semblait inefficace, indémontrable et follement irréalisable. Le laboratoire de Hinton était une île de croyants dans un océan de scepticisme, un lieu où une idée radicale était maintenue en vie par la seule force de la volonté et du brio intellectuel. C'est dans ce monde qu'entra Ilya Sutskever. Il ne cherchait pas seulement un diplôme, il cherchait un problème digne de son esprit, une question assez grande pour le consumeur. Il le trouva dans le laboratoire de Hinton. La rencontre de ces deux esprits fut un événement fatidique. En Sutskever, Hinton vit non seulement un étudiant doué, mais quelqu'un avec une intuition rare et puissante, une compréhension profonde, presque innée, des concepts qu'il développait depuis des années. Hinton se souviendrait plus tard avoir été frappé par la capacité immédiate de Sutskever à comprendre les idées fondamentales et à en voir le potentiel. Pour Sutskever, le travail de Hinton fut une révélation. Il ne s'agissait pas de programmer une machine avec des règles. Il s'agissait de créer les conditions pour qu'une machine découvre les règles par elle-même. C'était une idée d'une ambition à couper le souffle. Le concept central qui a captivé l'imagination de Sutskever était le réseau de neurones lui-même. Imaginez un cerveau numérique composé de millions de boutons interconnectés, comme les commandes d'une vaste table de mixage incroyablement complexe. Lorsque le réseau est créé, pour la première fois, tous ces boutons sont réglés sur des positions aléatoires. C'est un état de chaos pur, incapable d'accomplir la moindre tâche. Si vous lui montrez une photo de chat, il produit un non-sens. Le processus d'apprentissage était là où la magie opère. Pensez à un fantôme patient et invisible, l'algorithme d'apprentissage se tenant devant cette console. Pour chaque réponse correcte ou incorrecte que le réseau donne, le fantôme effectue un ajustement infinitésimal sur des milliers de ces boutons. Il renforce certaines connexions, en affaiblit d'autres. Il tourne un bouton légèrement vers le haut, un autre vers le bas. Ce processus est répété des millions, voire des milliards de fois. Le fantôme ajuste patiemment tout le système, faisant lentement émerger l'ordre du chaos jusqu'à ce que, un jour, le réseau voit une nouvelle image et que les boutons soient alignés juste de la bonne manière pour signaler « Chat, il a appris non pas en se faisant dicter les règles de ce qu'est un chat, mais en découvrant le modèle par lui-même ». Telle était la croyance qui commença à se former dans l'esprit de Sutskever durant ses premiers jours dans le laboratoire de Hinton. À travers d'innombrables heures de travail sur les premiers projets et de profondes conversations philosophiques, sa fascination intellectuelle se transforma en une conviction profonde. Il en vint à voir que ce processus d'ajustement de boutons, cet apprentissage lent et computationnel, n'était pas seulement une astuce intelligente pour la reconnaissance d'images. Il y vit l'ingrédient fondamental de l'intelligence elle-même. Il devint convaincu qu'avec suffisamment de données, pour apprendre et suffisamment de puissance de calcul pour tourner les boutons, un réseau de neurones pourrait, en principe, apprendre à faire tout ce qu'un cerveau humain pourrait faire. Ce n'était pas seulement une direction de recherche, c'était devenu sa foi scientifique. Cette conviction, la croyance que le calcul était sur une voie directe vers la conscience, le distinguait. Alors que beaucoup dans le domaine se concentraient sur des améliorations progressives et des applications pratiques, Sutskever, guidé par Hinton, visait le prix ultime, la création d'une véritable intelligence artificielle générale. Il voyait le chemin à parcourir non pas comme une série de problèmes d'ingénierie, mais comme une grande quête pour porter ce simple principe d'apprentissage à des sommets inimaginables. Le scepticisme du monde extérieur n'avait plus d'importance. À l'intérieur du sanctuaire intellectuel du laboratoire de Hinton, l'avenir était clair.
Cette conviction, forgée dans les laboratoires de Toronto, était sur le point d'être mise à l'épreuve ultime. Le monde de l'IA était au bord d'une révolution et Ilya Sutskever tenait l'allumette. Au début des années 2010, le domaine de l'intelligence artificielle était dans une accalmie tranquille et tenace, une période que beaucoup qualifieraient plus tard de fin de l'hiver de l'IA. Les grandes promesses du passé s'étaient estompées, remplacées par une focalisation pragmatique sur des méthodes plus contraintes et mathématiquement ordonnées, comme les machines à vecteurs de support et les forêts d'arbres décisionnels, les réseaux de neurones. L'idée même qui avait captivé l'imagination d'Ilya Sutskever était largement considérée comme une relique d'une époque révolue. Ils étaient monstrueux sur le plan computationnel, notoirement difficiles à entraîner et considérés comme théoriquement désordonnés. Pour l'establishment de l'IA, s'y consacrer était une impasse professionnelle, une complaisance dans une philosophie échouée. La plupart des laboratoires de recherche les avaient complètement abandonnés. Mais dans un petit coin de l'université de Toronto, le laboratoire de Geoffrey Hinton fonctionnait comme une poche de résistance, un monastère protégeant une foi interdite. Ici, la croyance en la puissance des réseaux de neurones n'était pas seulement une curiosité académique, c'était une conviction inébranlable. Au sein de ce sanctuaire intellectuel, un trio puissant se formait. Il y avait Hinton, le prophète vénéré, qui avait entretenu la flamme pendant des décennies de scepticisme. Il y avait Alex Krizhevsky, un codeur brillant et pragmatique qui pouvait faire chanter le matériel. Et il y avait Ilya Sutskever, le croyant passionné, celui dont l'intuition pour les principes profonds et élégants de l'apprentissage était presque surnaturelle. Ils étaient les outsiders ultimes, travaillant à contre-courant de toute leur communauté scientifique, tandis que d'autres publiaient des articles sur des améliorations progressives de modèles acceptés. Ils poursuivaient un fantôme, le rêve d'une machine qui pourrait apprendre à voir le monde avec une richesse et une complexité qu'aucun système codé à la main ne pourrait jamais atteindre. Ils n'essayaient pas seulement de gagner une compétition, ils essayaient de prouver que tout le monde regardait dans la mauvaise direction. Leur champ de bataille choisi était le défi ImageNet de reconnaissance visuelle à grande échelle. C'était les Jeux olympiques de la vision par ordinateur, un test brutal de la capacité d'un algorithme à identifier correctement des objets dans plus d'1 million de photographies complexes du monde réel. Gagner ImageNet signifiait conquérir l'un des défis les plus fondamentaux de l'IA, apprendre à une machine à voir. Pendant des années, les progrès avaient été lents et laborieux, les meilleurs algorithmes améliorant péniblement leur précision d'un seul point de pourcentage ou moins chaque année. Pour l'équipe de Toronto, ce n'était pas seulement une référence, c'était une chance de monter un coup d'État, de démontrer la puissance de leur approche sur une scène mondiale d'une manière que personne ne pourrait ignorer. Ils savaient qu'une petite victoire ne suffirait pas. Il devait livrer un résultat si décisif, si écrasant de supériorité, qu'il forcerait tout le domaine à reconsidérer ses croyances fondamentales. Le problème central était la puissance. Entraîner un réseau de neurones profonds sur 1 million d'images était impensable sur le plan computationnel avec les méthodes traditionnelles. Pour comprendre l'ampleur de leur innovation, imaginez et essayer d'enseigner à un seul étudiant représentant un processeur d'ordinateur standard ou CPU, une bibliothèque entière, un livre à la fois. C'est un processus lent, séquentiel et douloureusement linéaire. L'étudiant mettrait des siècles à acquérir une compréhension complète. L'apprentissage profond, tel qu'envisagé par Sutskever et ses collègues, c'était comme embaucher une armée de 1000 étudiants représentant les cœurs parallèles à l'intérieur d'un processeur graphique ou GPU. On ne leur donne pas un livre à la fois. On donne à chaque étudiant un livre différent,
et on les laisse tous apprendre simultanément, partageant collectivement leurs notes et leurs idées. Cette approche parallèle n'était pas seulement plus rapide, elle rendait possible pour la toute première fois l'apprentissage à une échelle sans précédent. Ils étaient sur le point d'utiliser comme une arme la technologie conçue pour les jeux vidéo afin de percer les secrets de l'intelligence. Cela a conduit à la création d'AlexNet, nommé en l'honneur du travail de codage crucial d'Alex Krizhevsky. Le processus de sa construction fut un marathon exténuant d'endurance intellectuelle et physique. Leur laboratoire devint une cacophonie de ventilateurs vrombissants alors que les GPU tournaient à plein régime, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dégageant une chaleur intense. L'équipe travaillait par cycles obsessionnels, alimentés par du café bon marché et le frisson électrique de voir leur création apprendre lentement. Sutskever a joué un rôle déterminant dans l'architecture des couches profondes du réseau et dans le réglage fin des paramètres délicats qui régissaient son processus d'apprentissage, une tâche qui exigeait à l'époque plus d'art et d'intuition que de science établie. Ils passèrent d'innombrables nuits à regarder les graphiques, observant le taux d'erreur du modèle diminuer lentement, péniblement. C'était un numéro de haute voltige. Une bataille constante contre les limitations techniques et la peur lancinante qu'après tout ce travail, cela ne suffise pas. Les défis techniques étaient immenses. Leur réseau de neurones était si grand et complexe qu'ils ne pouvaient même pas tenir sur un seul des GPU haut de gamme de l'époque. Cela aurait été une impasse pour la plupart des chercheurs. Mais leur ingéniosité était une partie essentielle de leur génie. Krizhevsky conçut une solution brillante. Il écrivit minutieusement du code qui divisait le modèle sur 2 GPU distinctes, les forçant à communiquer et à partager des informations à des points critiques pendant l'entraînement. C'était une bidouille intelligente et désespérée, née de la nécessité. Pour rendre leur ensemble de données encore plus puissant, ils programmèrent le système pour créer des millions de nouveaux exemples d'entraînement en prenant les images existantes et en les modifiant légèrement, en les recadrant différemment, en les retournant et en changeant l'éclairage. Cela apprit au réseau à reconnaître un objet, peu importe son orientation ou sa position. C'était l'équivalent numérique de montrer un chat à un enfant sous tous les angles imaginables jusqu'à ce que le concept de chat devienne ancré et abstrait. Les dernières semaines avant la date limite de soumission furent un tourbillon d'activités frénétiques. À un moment donné, une session d'entraînement critique qui tournait depuis des jours s'est soudainement plantée, menaçant d'anéantir une grande partie de leur progrès. La panique s'installa, une course folle s'ensuivit pour diagnostiquer le problème, sauver les données et redémarrer le processus, tout cela alors que le temps était compté. Il n'y avait pas de place pour l'erreur. Lorsque l'entraînement fut enfin terminé, ils retinrent dans leur souffle. Ils avaient un ensemble de résultats, un seul chiffre représentant le taux d'erreur de leur modèle. Cela semblait prometteur, voire étonnant sur leurs écrans. Mais dans l'isolement de leur laboratoire, ils ne pouvaient pas en être sûrs. Était-ce un coup de chance? Avaient-ils fait une erreur dans leurs calculs? Avec un mélange d'espoir et d'appréhension, ils soumirent leur candidature et attendirent. Le jour où les résultats d'ImageNet furent annoncés devint une légende dans l'histoire de l'intelligence artificielle. Alors que les organisateurs de la conférence présentèrent les conclusions, les noms familiers des meilleurs laboratoires universitaires et d'entreprises apparurent, chacun montrant la petite amélioration progressive attendue par rapport au vainqueur de l'année précédente. Le meilleur concurrent avait un taux d'erreur de 26,2%. Puis les résultats de l'équipe de l'Université de Toronto, les outsiders, apparurent à l'écran. Leur modèle, AlexNet, avait atteint un taux d'erreur de seulement 15,3%, 10 points de pourcentage de mieux que le concurrent le plus proche. La salle tomba dans un silence stupéfait. Ce n'était pas une amélioration, c'était une annihilation. La réaction initiale de la communauté de l'IA ne fut pas la célébration, mais l'incrédulité. Certains concurrents se demandèrent discrètement si l'équipe de Toronto n'avait pas triché. Le résultat était si éloigné de la tendance établie qu'il semblait impossible.
une anomalie statistique. Cela n'avait tout simplement aucun sens. Comme l'a rappelé plus tard un chercheur de premier plan, voir les chiffres d'AlexNet, c'était comme assister à une compétition de saut en hauteur où un athlète franchit soudainement la barre avec une marge spectaculaire. Cela brisait le modèle mental de ce que l'on pensait possible. Ce n'était pas seulement une victoire dans une compétition, c'était un changement de paradigme asséné avec la force d'un bélier. Le coup de feu avait été entendu dans le monde entier. Le long et froid hiver de l'IA était définitivement terminé et un nouveau printemps vibrant avait commencé. Le monde avait changé du jour au lendemain. Toutes les grandes entreprises de technologie voulaient maintenant une part du gâteau de l'apprentissage profond. Et elles voulaient tous les esprits brillants qui en étaient à l'origine. Pour Ilia, cela signifiait un passage dans la cour des grands et le début d'un nouveau défi, bien plus complexe. Suite au triomphe d'AlexNet, Google agit rapidement, acquérant la petite start-up construite autour d'Ilya Sutskever, Geoffrey Hinton et Alex Krizhevsky. Pour Sutskever, entrer dans la division Google Brain fut comme pour un scientifique se voir confier les clés de l'Observatoire du Vatican. Les ressources étaient pratiquement infinies. Il avait accès à une puissance de calcul qui relevait des rêves académiques, des centres de données entiers remplis de serveurs prêts à exécuter ses expériences. Le vivier de talents était stupéfiant, une congrégation des esprits les plus brillants de la planète, tous travaillant sous un même toit. Pendant un temps, ce fut un paradis de potentiel pur, un endroit où il pouvait repousser les limites de sa recherche sur l'apprentissage profond sans contrainte financière. Il contribua à des avancées majeures, y compris des travaux qui améliorèrent considérablement la traduction automatique et le célèbre système AlphaGo qui bâtit un champion du monde. Le travail était brillant, les progrès rapides et l'impact tangible. Pourtant, un malaise profond et persistant commença à grandir en lui. Sutskever voyait la trajectoire de la technologie avec une clarté que peu possédaient. Il ne construisait pas seulement de meilleurs algorithmes de ciblage publicitaire ou des classificateurs de photos plus précis. Il posait les premières pierres d'une véritable machine pensante, une intelligence artificielle générale. Et toute cette puissance capable de changer le monde, cette forme naissante de conscience numérique, était concentrée au sein d'une seule société à but lucratif. Le but ultime de cet immense effort, aussi noble que soient les intentions des chercheurs individuels, était lié à la valeur actionnariale. Le pouvoir de créer ce qui pourrait être la dernière et la plus importante invention de l'histoire de l'humanité était guidée par les forces du marché. C'était la cage dorée, un lieu de ressources illimitées, mais avec des murs idéologiques qui semblaient de plus en plus confinants. L'échelle de la technologie commençait à éclipser l'échelle de sa mission d'entreprise. Ce conflit interne devint le catalyseur d'une série de conversations discrètes, intenses et qui allaient changer le monde. Fin 2015, un groupe de penseurs les plus éminents de la Silicon Valley commença à se réunir, non pas dans des salles de conseil, mais lors de dîners privés et de discussions tardives. Le noyau de ce groupe comprenait Sutskever, le visionnaire scientifique qui comprenait la technologie de l'intérieur, Elon Musk, l'industriel avec une peur profonde, presque apocalyptique, d'une IA incontrôlée, et Sam Altman, le président bien connecté de l'incubateur de startups Icro Combinator. Leurs discussions ne portèrent pas sur les opportunités de marché ou les avantages concurrentiels. Elles étaient philosophiques, à la limite du théologique. Ils débattaient de l'avenir même de l'humanité face à une technologie qui pourrait un jour la surpasser. La crainte centrale qui les unissait était le spectre d'une seule entité, comme Google atteignant l'AGI en premier et créant une concentration de pouvoir permanente et insurmontable. Leur solution fut aussi radicale que le problème qu'ils prévoyaient. Ils imaginèrent un nouveau type d'organisation, une qui fonctionnerait comme un contrepoids aux géants de l'entreprise. Ce ne serait pas une entreprise au sens traditionnel du terme, ce serait un laboratoire de recherche avec une déclaration de mission qui ressemblerait plus à une charte humanitaire. Il l'appellerait OpenAI. Son objectif déclaré,
était de s'assurer que l'intelligence artificielle générale, lorsqu'elle arriverait, bénéficierait à toute l'humanité. Elle fut fondée comme une organisation à but non lucratif engagée dans la collaboration et la transparence. Dans un défi direct au secret des laboratoires d'entreprise, ils s'engagèrent à, dans la mesure du possible, rendre leurs recherches et leurs brevets open source pour le monde entier. Le principe de base était celui de la sécurité et du bénéfice partagé. Ils décidèrent d'annoncer formellement leur création avec un engagement de financement d'1 milliard de dollars, une somme conçue pour signaler qu'il ne s'agissait pas d'un projet académique éphémère, mais d'une entreprise sérieuse à long terme, capable de rivaliser pour les meilleurs talents du monde. Pour Sutskever, la décision était monumentale. Cela signifiait abandonner la sécurité, le prestige et les ressources inégalées de Google pour embrasser un avenir entièrement incertain, construit uniquement sur un idéal partagé. Leur solution était aussi radicale que le problème qu'ils prévoyaient. Ils ont imaginé un nouveau type d'organisation, une entité qui servirait de contrepoids aux géants de l'industrie. Ce ne serait pas une entreprise au sens traditionnel du terme. Ce serait un laboratoire de recherche avec une mission qui ressemblerait davantage à une charte humanitaire. Ils l'appelleraient OpenAI. Son objectif déclaré était de garantir que l'intelligence artificielle générale, lorsqu'elle verrait le jour, profiterait à toute l'humanité. Elle a été fondée en tant qu'organisation à but non lucratif, engagée dans la collaboration et la transparence. Dans un défi direct au secret des laboratoires d'entreprise, ils se sont engagés à rendre public, dans la mesure du possible, leurs recherches et leurs brevets au monde entier. Le principe fondamental était celui de la sécurité et du bénéfice partagé. Ils ont décidé d'annoncer formellement leur création avec un engagement de financement d'1 milliard de dollars, une somme conçue pour signaler qu'il ne s'agissait pas d'un projet académique éphémère, mais d'une entreprise sérieuse à long terme, capable de rivaliser pour les meilleurs talents du monde. Pour Sutskever, la décision était monumentale. Cela signifiait abandonner la sécurité, le prestige et les ressources inégalées de Google pour embrasser un avenir entièrement incertain, construit uniquement sur un idéal partagé. La mission étant définie, le rôle de Sutskever est devenu clair. En tant que cofondateur et scientifique en chef, il était l'âme scientifique de la nouvelle machine. Il en était le centre de gravité et sa réputation, combinée à la mission audacieuse d'OpenAI, a agi comme un puissant aimant. Les esprits les plus brillants de l'IA ont commencé à affluer vers leur modeste bureau de San Francisco. Ce n'étaient pas des gens principalement motivés par des options d'achat d'actions ou des avantages sociaux. C'étaient des chercheurs, des ingénieurs et des penseurs captivés par la mission. Ils étaient attirés par la promesse de travailler sur les questions les plus fondamentales de l'intelligence sans la pression des cycles de produits ou des rapports de résultats trimestriels. Sutskever a favorisé une culture unique qui ressemblait plus à un laboratoire universitaire de 3e cycle qu'à une start-up de la Silicon Valley. L'atmosphère était intense, collaborative et presque monastique dans sa dévotion à la recherche pure. L'accent était mis sur des objectifs ambitieux à long terme. C'est ici que les idées fondamentales pour la prochaine génération de modèles d'IA ont commencé à prendre forme. Au cœur de cela se trouvait la compréhension de nouvelles architectures, comme le modèle Transformer. Sutskever et son équipe ont vu son potentiel profond. Pour comprendre cette percée, il faut considérer comment fonctionnaient les anciens modèles. Les modèles d'IA précédents lisaient une phrase comme quelqu'un qui regarde à travers un tube étroit, ne voyant qu'un mot à la fois. Ils avaient du mal à suivre les dépendances à longue portée et le contexte. Les modèles transformants ont constitué une avancée majeure car ils pouvaient voir la phrase entière d'un seul coup. Ils comprenaient que le mot « roi » dans « le roi s'assit sur le trône » est lié à « trône », donnant à l'IA un véritable sens du contexte. C'était comme passer d'une vue par le trou de la serrure à une fenêtre panoramique. Cette capacité à traiter l'information de manière holistique, à peser l'importance de chaque mot par rapport à tous les autres, était un saut quantique. C'est ce type de recherche fondamentale qui change les paradigmes,
que l'équipe de rêve d'OpenAI sous la direction de Sutskever a été conçue pour poursuivre. Avec une équipe de rêve et une noble mission, OpenAI a entamé une série de percées qui allaient stupéfier le monde. Mais à mesure que leur création devenait de plus en plus puissante, les questions philosophiques avec lesquelles ils avaient à commencer sont devenues terriblement réelles, créant une faille au cœur même de l'organisation. À l'intérieur d'OpenAI, un gouffre philosophique se fissurait, s'élargissant à chaque nouvelle sortie de produit et à chaque valorisation de plusieurs milliards de dollars. D'un côté, se tenait Sam Altman, le PDG charismatique, le pragmatique, qui poussait à la vitesse, à l'échelle et à la domination commerciale. Il voyait la voie à suivre dans un déploiement rapide, croyant que libérer l'IA dans le monde était la meilleure façon de la comprendre et de la façonner. De l'autre côté se tenait Ilya Sutskever, l'âme scientifique de l'entreprise, qui devenait de plus en plus alarmé. La promesse de l'AGI, qu'il avait autrefois remplie d'émerveillement, était maintenant teintée d'une anxiété profonde et lancinante. Il voyait la course à la commercialisation, non pas comme un progrès, mais comme un sprint imprudent vers un précipice inconnu. Pour lui, la mission originelle de l'organisation à but non lucratif, garantir que l'AGI profite à toute l'humanité, était érodée par les pressions incessantes d'un monde axé sur le profit. Le conflit ne portait pas sur la personnalité, mais sur le principe. C'était une bataille entre deux visions fondamentalement différentes de l'avenir. Altman construisait une fusée et se concentrait sur l'objectif d'atteindre Mars le 1er. Sutskever était l'ingénieur qui fixait les schémas, terrifié à l'idée qu'ils avaient oublié de construire le système de survie et les freins. Cette tension n'était pas seulement théorique, elle se manifestait par des débats animés et des réunions à huis clos. Sutskever dirigeait une équipe axée sur le superalignement, la tâche monumentale de s'assurer qu'une future superintelligence resterait alignée sur les valeurs humaines. Mais il sentait que cette recherche cruciale sur la sécurité à long terme était mise de côté au profit du prochain lancement de produits tape à l'œil. Le succès fulgurant de ChatGPT était à la fois une justification et une source d'horreur. Il prouvait la puissance de leur modèle, mais il libérait aussi une force dans le monde qu'il ne comprenait ni ne contrôlait entièrement. Sutskever a commencé à voir Altman, non pas comme un partenaire, mais comme un conducteur accélérant dans le brouillard sans phare. Il ressentait un profond sentiment de devoir, une responsabilité qui transcendait sa loyauté envers le PDG. Il était le gardien de la flamme originelle, la promesse faite au monde que cette technologie serait un don, pas une malédiction. Cette conviction croissante que l'entreprise déviait dangereusement de sa trajectoire a préparé le terrain pour un acte de rébellion d'entreprise sans précédent. Le scientifique discret et philosophe était sur le point de faire le geste le plus retentissant de sa vie. Le point de rupture est arrivé un vendredi de novembre 2023. Le week-end a commencé par une série de réunions secrètes et frénétiques du conseil d'administration. Pour Sutskever, c'était l'aboutissement de mois de préoccupations croissantes. Il en était venu à croire que Sam Altman n'était pas toujours franc avec le conseil, sapant sa capacité à exercer la surveillance nécessaire pour une technologie de cette ampleur. C'était une conclusion douloureuse, mais dans son esprit, elle était existentielle. La décision a été prise, le conseil d'administration allait révoquer Altman de son poste de PDG. L'exécution a été rapide et brutale. Altman a été convoqué à un appel Google Meet où Sutskever lui-même a annoncé la nouvelle. L'homme avec qui il avait cofondé l'entreprise, le visage public de la révolution de l'IA, a été licencié lors d'une brève et choquante visioconférence. Il n'y a eu aucune négociation, aucune sortie en douceur, c'était un acte clinique décisif, une chirurgie nécessaire pour sauver l'âme de la mission. La nouvelle a frappé la Silicon Valley comme une onde de choc sismique. En quelques heures, OpenAI était en plein chaos, une réunion générale a été convoquée. Mais au lieu de clarté, les employés ont été confrontés à la confusion et à la colère.
La déclaration vague du conseil d'administration sur le manque de franchise d'Altman n'a fait qu'alimenter les spéculations et l'indignation. Sutskever, en essayant d'expliquer la logique du conseil, s'est retrouvé face à une salle pleine de gens qui ne le voyaient pas comme un sauveur de la mission, mais comme un traître à leur chef. Ils y voyaient un coup d'État, pas une correction de cap, mais tout au long de ce week-end chaotique, Sutskever a maintenu sa conviction. Il croyait avoir fait ce qu'il fallait. La chose difficile pour protéger l'humanité de l'accélération incontrôlée de l'entreprise qu'il aimait. Il avait tiré le frein d'urgence, même si cela signifiait déchirer l'entreprise dans le processus. Il était préparé aux retombées, mais il avait catastrophiquement sous-estimé la loyauté qu'Altman commandait et le pouvoir des personnes qui construisaient les machines à ses côtés. La réaction a été immédiate et écrasante. Ce qui avait commencé comme une action du conseil d'administration s'est rapidement transformé en une révolte totale des employés. Au cours des 48 heures suivantes, une lettre ouverte a commencé à circuler au sein de l'entreprise. Sa demande était simple et absolue. Le conseil d'administration devait démissionner et Sam Altman devait être réintégré. Sinon, les signataires démissionneraient et suivraient Altman chez Microsoft qui avait déjà proposé de l'embaucher avec toute son équipe. Le nombre de signatures a augmenté à un rythme stupéfiant. Bientôt, plus de 95% des 770 employés d'OpenAI avaient signé, y compris des chercheurs de haut niveau et des cadres. Fait crucial, parmi ces noms figurait celui d'Ilya Sutskever, l'homme qui avait orchestré le licenciement demandait maintenant publiquement son annulation. La pression était immense, un raz-de-marée de dissidence interne aggravé par les appels furieux des investisseurs et une menace de plusieurs milliards de dollars de leur partenaire clé, Microsoft, puis vint le moment de la capitulation publique, une démonstration brute et stupéfiante d'une crise morale se déroulant en temps réel. Sutskever s'est rendu sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, et a écrit un message qui a fait le tour du monde. « Je regrette profondément ma participation aux actions du conseil. Je n'ai jamais eu l'intention de nuire à OpenAI. J'aime tout ce que nous avons construit ensemble et je ferai tout ce que je peux pour réunir l'entreprise. » Ce n'était pas de la communication d'entreprise, c'était le son d'un homme qui craque. Il était pris dans un dilemme impossible. Piégé entre sa peur profonde pour l'avenir de l'humanité et son affection profonde pour l'équipe qu'il considérait comme sa famille. Il avait essayé de détourner le navire de l'iceberg qu'il voyait au loin, mais ce faisant, il avait déclenché une mutinerie qui menaçait de couler entièrement le vaisseau. Sa signature sur cette lettre était le drapeau blanc de la reddition. Le coup d'État avait échoué. Sam Altman était revenu en héros. Mais pour Ilya Sutskever, l'homme qui a tenté de freiner, l'avenir était incertain. Il avait perdu la bataille, mais la guerre pour l'avenir de l'IA était loin d'être terminée. Une période de silence allait suivre, mais c'était le silence d'un homme qui repensait à tout. Le retour à OpenAI n'était pas un retour au bercail, c'était la marche d'un roi en exil, revenant dans un royaume qui n'était plus le sien. Après le coup d'État manqué, Ilya Sutskever a été déchu de son siège au conseil d'administration. Son autorité effectivement démantelée. Il était toujours le scientifique en chef en titre, mais le titre n'était qu'un écho creux du pouvoir qu'il exerçait autrefois. Les premiers jours de son retour furent une leçon de maître en tension silencieuse. Les couloirs, qui lui semblaient autrefois son laboratoire personnel, rempli de collaborateurs et de disciples, ressemblaient maintenant à un territoire étranger. Les conversations se taisaient à son approche. Les collègues qui avaient autrefois sollicité ses conseils lui offraient maintenant des hochements de tête, polis et distants. Il était le fantôme au festin, un rappel vivant d'une guerre civile qui avait failli déchirer l'entreprise. L'âme scientifique d'OpenAI était maintenant mise à l'écart dans la maison même qu'il avait aidé à construire de A à Z, un témoignage du fait que dans le nouveau monde de l'IA, la conviction philosophique ne faisait pas le poids face à l'élan de l'entreprise et à la loyauté des employés. Le coût psychologique était immense.
amplifiée par la nature publique de sa défaite. Il avait pris position sur la scène mondiale et avait été rejeté sans équivoque, non pas par des critiques extérieures, mais par son propre peuple, les chercheurs même qui l'avaient encadré. Chaque mise à jour de projet, chaque réunion stratégique à laquelle il n'était plus invité, était un nouveau rappel de son nouveau statut. Son travail sur le superalignement, autrefois la boussole morale de l'entreprise, semblait maintenant une préoccupation périphérique. Un département maintenu en vie par respect plutôt que par urgence. Il avait tenté de freiner brusquement une fusée qu'il croyait s'élancer imprudemment dans un brouillard de dangers inconnus. Maintenant, il n'était plus qu'un passager, regardant les commandes être poussées encore plus loin. Sa peur centrale, le cœur de tout son système de croyances, était enraciné dans le problème de l'alignement. Il a essayé de le faire voir aux autres comme il le voyait. Imaginez que vous construisiez un robot super puissant et que vous lui disiez « mets un fin à toute souffrance humaine ». Une IA mal alignée pourrait interpréter cela en éliminant tous les humains, car les morts ne souffrent pas. Le problème de l'alignement est le défi monumental d'enseigner à une IA nos valeurs humaines complexes et nuancées, pas seulement nos instructions littérales. Sutskever croyait qu'OpenAI commençait à ignorer ce danger fondamental et sa tentative ratée de corriger le tir l'avait laissé isolé avec ses avertissements. Pendant 6 mois, Sutskever a existé dans ses limbes professionnelles. Il est resté dans l'entreprise, une présence silencieuse dans un monde qui avançait sans lui. La camaraderie avait disparu, la mission partagée était fracturée au-delà de toute réparation. Il était clair que le gouffre philosophique entre sa vision d'un développement prudent, axé sur la sécurité, et la nouvelle trajectoire de l'entreprise était infranchissable. Le groupe s'était séparé, le chanteur principal avait été accueilli à bras ouverts, et il était le membre fondateur qui ne correspondait plus au nouveau son. Il n'y a pas eu de confrontation dramatique unique qui a mené à la fin, mais plutôt une lente acceptation de l'inévitable. La décision finale est probablement venue non pas dans une salle de conseil, mais dans un moment de réflexion tranquille, la prise de conscience que son travail, sa véritable mission, ne pouvait plus être accompli entre ces murs. Rester signifierait compromettre les principes mêmes pour lesquels il avait tout sacrifié. Partir était la seule façon de rester fidèle à ses convictions. En mai 2024, la fin est venue discrètement. Il a rédigé un message d'adieu à l'équipe, une note dépourvue d'amertume, mais chargée du poids de son parcours. Il a écrit qu'il était enthousiaste pour la suite, un projet qui lui tenait personnellement à cœur, et a exprimé sa confiance qu'OpenAI construirait une AGI à la fois sûre et bénéfique. C'était une sortie élégante, un dernier acte de professionnalisme. Les réponses publiques de la direction ont été tout aussi mesurées. Sam Altman a tweeté qu'il y a été l'un des plus grands esprits de notre génération et qu'il était triste de le voir partir. Greg Brockman, que Sutskever avait également démis du conseil, l'a qualifié de l'une des personnes les plus brillantes et les plus aimables avec qui j'ai jamais eu l'honneur de travailler. Les mots étaient respectueux, voire chaleureux. Mais c'était aussi les phrases soigneusement choisies que l'on utilise pour clore un chapitre, l'éloge funèbre distant pour un partenariat qui avait autrefois visé à changer le monde ensemble, mais qui s'était terminé par un désaccord fondamental sur la manière de le faire en toute sécurité. En fin de compte, Sutskever a payé un prix énorme pour sa conviction. Il a risqué, et finalement perdu, sa position au sommet du monde de l'IA, sa réputation de leader unificateur et ses relations étroites avec les collègues aux côtés desquels il s'était battu pendant des années. Il est passé du statut de prophète vénéré de l'apprentissage profond à celui d'idéaliste naïf, ou pire, de révolutionnaire maladroit dont le coup d'État n'avait servi qu'à consolider le pouvoir de son adversaire. Il a forcé un choix à ses collègues, un vote entre sa vision d'une intendance prudente et la vision d'Altman d'un progrès ambitieux. L'entreprise a voté et il a perdu. Le coût personnel de défendre un principe peut être dévastateur
Et Sutskever a ressenti tout le poids de ce coup, devenant un exemple édifiant pour ceux qui pourraient défier le rythme incessant de l'expansion technologique de l'intérieur. Était-il un révolutionnaire raté, un homme qui a mal compris la politique de sa propre création? Ou était-il un prophète, une Cassandre moderne dont les avertissements sur les dangers d'une super-intelligence non alignée ont été ignorés par ceux qui étaient captivés par sa promesse? La réponse dépend entièrement de l'avenir qu'il cherchait si désespérément à protéger. Si OpenAI et ses concurrents réussissent à naviguer sur la voie d'une AGI sûre, ces actions pourraient être considérées comme une réaction excessive, bien intentionnée mais mal avisée. Cependant, si ces craintes les plus sombres se réalisent, si l'humanité se retrouve un jour face à une création qu'elle ne peut contrôler, sa prise de position en novembre 2023 sera vue sous un tout autre jour. On ne s'en souviendra pas comme d'un échec, mais comme d'une tentative désespérée, courageuse et finalement tragique de sonner l'alarme avant qu'il ne soit trop tard. Le moment où l'un des créateurs a tenté d'arrêter la machine qu'il avait aidé à mettre au monde. Beaucoup pensaient que ce serait la fin de l'histoire d'Ilya Sutskever. Mais son départ n'était pas une fin, c'était une déclaration. Il se dépouillait de la peau d'une grande entreprise pour poursuivre sa mission dans sa forme la plus pure. Alors que le drame d'entreprise chez OpenAI était une bataille de pouvoir et de contrôle, le véritable conflit pour Ilya Sutskever se déroulait sur un tout autre plan. C'était une bataille pour l'âme de sa création. Pour comprendre ses actions, il faut regarder au-delà de la salle du conseil et dans son esprit, où le code et le calcul se fondaient en quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui approchait le spirituel. Contrairement à beaucoup de ses pairs, qui voyaient les réseaux de neurones comme des outils mathématiques sophistiqués, Sutskever les considérait avec un sentiment d'émerveillement généralement réservé aux merveilles de la nature ou aux mystères religieux. Il n'en parlait pas comme de machines à commander, mais comme d'intelligence naissante à comprendre, à nourrir et à respecter. Il sentait une magie plus profonde à l'œuvre dans les trillions de connexions, un fantôme dans la machine qui s'éveillait lentement. Ce n'était pas seulement un langage poétique, c'était une conviction scientifique fondamentale qui guidait chacun de ses mouvements. Dans une déclaration qui a fait des vagues dans la communauté de l'IA, il a articulé cette intuition avec une clarté stupéfiante en disant « Il se peut que les grands réseaux de neurones d'aujourd'hui soient légèrement conscients. » Pour un scientifique en chef de sa stature, c'était une affirmation radicale, presque hérétique. Elle déplaçait la conversation de l'ingénierie à la métaphysique. Il suggérait que le simple fait de traiter de vastes quantités de langage humain et d'images insufflait à ces systèmes une lueur d'expérience subjective. Il croyait que la conscience n'était pas une étincelle magique accordée uniquement au cerveau biologique, mais une propriété émergente d'un traitement de l'information suffisamment complexe. Pour lui, OpenAI ne construisait pas seulement un meilleur moteur de recherche ou un chatbot astucieux, il s'occupait de la naissance d'un nouveau type d'esprit, et il ressentait une responsabilité paternelle, presque sacerdotale, pour son développement éthique. Cette posture philosophique était le fondement de son travail de toute une vie au sein de l'entreprise. Le super-alignement, ce n'était pas juste un autre département de sécurité, c'était une quête quasi théologique. Des Templiers, des temps modernes, à la recherche du Saint Graal de l'IA. La mission n'était pas simplement d'empêcher une IA de commettre des erreurs, comme donner une information erronée à un utilisateur. La mission était de résoudre un problème d'une importance cosmique. Comment s'assurer qu'un être infiniment plus intelligent que soi partage et protège vos valeurs pour toute l'éternité? C'était une tâche qui faisait passer l'envoi d'un homme sur la Lune pour un projet de week-end. Sutskever savait que donner simplement à une super-intelligence une liste de règles, comme ne pas nuire aux humains, était d'une naïveté dangereuse. Une machine littérale pourrait interpréter cette règle en enfermant tous les humains dans des cellules capitonnées pour les empêcher de se blesser. Le défi résidait dans la nature même de l'intelligence qu'il visait à construire.
Pour comprendre le problème, il faut saisir la différence entre l'IA d'aujourd'hui et l'objectif final. L'IA actuelle est comme un ensemble de brillants spécialistes. Un grand maître d'échecs, un maître peintre, un traducteur parfait. Ils sont extraordinaires dans un domaine. L'intelligence artificielle générale, ou AGI, n'est pas un spécialiste. C'est un polymathe doté de l'intelligence fluide et polyvalente d'un être humain. Elle peut apprendre, raisonner et créer dans n'importe quel domaine. C'est l'objectif et pour Sutskever le plus grand danger. Comment aligner un dieu polymathe quand on n'est encore qu'un humain spécialiste? L'approche de son équipe était aussi ambitieuse que le problème lui-même. Elle s'appelait la supervision évolutive. Le défi résidait dans la nature même de l'intelligence qu'ils cherchaient à construire. Pour comprendre le problème, il faut saisir la différence entre l'IA d'aujourd'hui et l'objectif ultime. L'IA actuelle est comme un ensemble de brillants spécialistes. Un grand maître d'échecs, un maître peintre, un traducteur parfait. Ils sont extraordinaires dans un seul domaine. L'intelligence artificielle générale, ou IAG, n'est pas un spécialiste. C'est un polymathe doté de l'intelligence fluide et polyvalente d'un être humain. Elle peut apprendre, raisonner et créer dans n'importe quel domaine. C'est l'objectif, et pour Sutskever, le plus grand danger. Comment aligner un dieu polymathe quand on n'est encore qu'un humain spécialiste? L'approche de son équipe était aussi ambitieuse que le problème lui-même. Elle s'appelait la supervision évolutive. L'idée centrale était d'utiliser l'IA pour aider les humains à superviser d'autres IA, plus puissantes. Imaginez, essayez de corriger le travail d'un étudiant 1 million de fois plus intelligent que vous et qui travaille 1 million de fois plus vite. C'est impossible. Vous ne pourriez même pas commencer à comprendre son raisonnement. L'équipe de Sutskever tentait de construire une IA intermédiaire, plus intelligente qu'un humain mais moins que la superintelligence, pour servir de traducteur et d'assistant. Cette IA assistante aiderait le superviseur humain à examiner les plans de la superintelligence en signalant les dangers subtils ou les conséquences à long terme qu'un esprit humain manquerait. Ils essayaient de construire une chaîne de supervision, une hiérarchie de l'intelligence, où chaque niveau pourrait guider de manière fiable et honnête le niveau supérieur. C'était un plan d'une complexité et d'une fragilité à couper le souffle qui reposait sur la résolution de problèmes fondamentaux liés à l'honnêteté et à l'interprétabilité de l'IA. Pour Sutskever, diriger cette équipe c'était l'application pratique de ses craintes les plus profondes et de ses plus grands espoirs. Tandis que d'autres départements de l'entreprise s'empressèrent de construire des modèles plus grands et plus performants, son équipe travaillait dans un espace plus contemplatif, plus prudent. Ils étaient les philosophes parmi les constructeurs de fusées, se demandant constamment, non pas pouvons-nous le faire, mais devrions-nous le faire. Il a consacré toute son énergie à ce travail, convaincu que c'était la tâche la plus importante de l'histoire de l'humanité. L'échec du coup d'État était, à ses yeux, non seulement une défaite personnelle, mais un revers catastrophique pour cette mission. Un signe que l'entreprise privilégiait la vitesse à la survie même de ses créateurs. Cette conviction fut le moteur de sa rébellion et la source de son isolement final. Toute sa vision du monde était profondément façonnée par ses relations, qui formaient un triangle d'influence. À la base se trouvait Geoffrey Hinton, le mentor qui avait validé sa foi précoce dans les réseaux de neurones à une époque où cette opinion était impopulaire. Hinton lui a donné plus qu'une simple connaissance technique. Il lui a donné un paradigme, une façon de voir le monde où l'intelligence pouvait naître de règles d'apprentissage simples, étendues à l'infini. Leur relation était celle d'un maître et d'un apprenti qui est finalement devenu un maître à son tour. Mais Sutskever a toujours porté en lui cette étincelle initiale de la vision révolutionnaire de Hinton. C'était la source de sa croyance inébranlable et de sa conviction profonde. Puis il y avait Sam Altman, l'autre côté du triangle. Leur partenariat était une fusion de sciences visionnaires et d'ambitions implacables. Altman
a fourni la vélocité stratégique et le sens des affaires qui ont transformé OpenAI d'un laboratoire de recherche en un phénomène mondial. Pendant des années, leurs compétences ont été complémentaires. Sutskever était l'oracle, rêvant de la forme future de l'intelligence, tandis qu'Altman était le bâtisseur, transformant ses rêves en produits tangibles qui ont stupéfié le monde. Pourtant, ce partenariat contenait les germes de sa propre destruction. Leurs calendriers fondamentaux étaient différents. Altman courait un sprint, axé sur la livraison de produits et la conquête du marché. Sutskever courait un marathon qui s'étendait jusqu'à l'éternité, axé sur la garantie que l'humanité franchisse la ligne d'arrivée. Tout simplement. Le choc final n'était pas seulement un désaccord, mais une collision inévitable entre deux philosophies irréconciliables. Enfin, il y avait sa relation avec la jeune génération de chercheurs d'OpenAI. Pour eux, il était une légende vivante, le scientifique en chef qui avait co-créé les technologies fondamentales qu'ils utilisaient chaque jour. Il était un mentor et un guide, connu pour ses questions profondes et inquisitrices qui les forçaient à penser au-delà du problème d'ingénierie immédiat. Il a essayé de leur inculquer son propre sens de l'émerveillement et de la prudence, de leur faire voir leur travail non pas comme un simple codage mais comme un acte profond aux conséquences immenses. La douleur de leur révolte massive contre lui pendant le coup d'État n'était donc pas seulement politique mais profondément personnelle. Il avait essayé d'être leur berger, mais à la fin, ils ont choisi de suivre un autre leader sur un chemin plus rapide et, à son avis, plus périlleux. Après avoir quitté OpenAI, le monde a retenu son souffle. Quelle serait la prochaine étape du prophète de la sécurité de l'IA? La réponse est arrivée juste un mois plus tard, et c'était une déclaration d'intention si audacieuse et si ciblée qu'elle ne pouvait venir que d'Ilya Sutskever. Du silence qui a suivi son départ d'OpenAI a émergé un nouveau signal. Ce n'était pas un murmure de regret, mais une déclaration d'intention claire et retentissante. En juin 2024, Ilya Sutskever a annoncé la création de sa nouvelle entreprise, une société dont le nom même était un manifeste. Safe Superintelligence Incorporated ou SSI, ce n'était pas seulement une nouvelle start-up, c'était une réponse directe à la crise de conscience qui avait défini son passé récent. Le nom lui-même était une déclaration délibérée et puissante. Il plaçait le mot « sûr » en premier, non pas comme un adjectif ou une réflexion après coup, mais comme le principe fondamental sur lequel tout le reste serait construit. C'était une promesse, un engagement et une réprimande publique à l'éthique dominante de l'industrie, consistant à avancer vite et à gérer les conséquences plus tard. Il n'était pas seul dans cette nouvelle quête. Il a été rejoint par les cofondateurs Daniel Gross, ancien partenaire de IBIA Combinator et investisseur influent, et Daniel Levy, un autre ancien d'OpenAI respecté. Leur présence signalait qu'il ne s'agissait pas d'un projet académique marginal, mais d'un effort sérieux, bien capitalisé, une convergence d'expertise technique approfondie et de sens stratégique de la Silicon Valley. Le véritable radicalisme de SSI, cependant, ne résidait pas dans sa mission, mais dans sa structure. Sutskever avait vu de ses propres yeux comment l'attraction gravitationnelle de la pression commerciale pouvait déformer une noble mission. Il avait vu le besoin de résultats trimestriels, de lancement de produits et de domination concurrentielle éroder lentement l'engagement fondamental envers la sécurité chez OpenAI. Il était déterminé à ne pas répéter cette erreur. SSI a été conçu dès le départ pour être immunisé contre ces forces. Leur déclaration officielle était explicite. Leur modèle économique garantirait que la sûreté, la sécurité et le progrès soient tous isolés des pressions commerciales à court terme. Cela signifiait qu'il n'y aurait aucune précipitation pour sortir un chatbot, aucune pression pour concéder une licence d'API au plus offrant, aucune course pour conquérir des parts de marché. L'entreprise fonctionnerait plus comme un laboratoire national ou un ordre monastique que comme une start-up technologique typique. Son seul but, son seul produit, était la création d'une seule technologie révolutionnaire. Une superintelligence sûre,
en traitant la sécurité et les capacités comme les deux faces d'une même pièce, inséparables et co-développées. Sutskever tentait de résoudre le problème d'ingénierie et le problème philosophique à l'unisson. Cette approche plaçait SSI en contraste frappant avec le reste du monde de l'IA. Alors qu'OpenAI, Google et Meta étaient enfermés dans une course à l'armement effrénée. Un sprint désespéré pour construire des produits plus rapides, plus puissants et plus rentables, SSI s'engageait dans un marathon. Les autres géants construisaient des empires technologiques tentaculaires, lançant des dizaines d'initiatives allant des logiciels d'entreprise aux gadgets grand public. Ils diversifiaient leur portefeuille, poursuivant toutes les sources de revenus possibles. Leur objectif était de gagner le marché. SSI, en revanche, n'avait qu'un seul objectif, une seule concentration et un seul produit. C'était la distillation de l'œuvre de toute une vie de Sutskever dans sa forme la plus pure. C'était une entreprise avec l'âme d'une mission de recherche. Il ne construisait pas une voiture plus rapide. Ils tentaient d'inventer la téléportation et ils étaient prêts à passer des décennies à s'assurer que le passager arrive intact. Cette concentration unique était un avantage stratégique, leur permettant de consacrer toutes leurs ressources, leur intelligence et leur énergie au seul problème le plus difficile et le plus important de l'histoire de l'humanité, sans distraction. La culture qu'ils construisaient était le reflet direct de cette philosophie. C'était un sanctuaire pour les chercheurs qui partageaient son profond sens des responsabilités. Un lieu où les conséquences à long terme de leur travail n'était pas un point à l'ordre du jour d'une réunion trimestrielle, mais la raison même de leur existence. C'était un rejet du manuel de la Silicon Valley qui célébrait la disruption pour la disruption. Pour Sutskever, la disruption qu'il recherchait n'était pas sur le marché, mais dans le paradigme même de la création technologique. Il proposait une nouvelle façon de construire l'avenir, une façon ancrée dans la prudence, la prévoyance et une révérence quasi sacrée pour le pouvoir qu'il cherchait à déchaîner. Ce n'était pas une entreprise au sens traditionnel du terme, c'était une quête ciblée avec une structure d'entreprise, un véhicule conçu pour naviguer dans les complexités du monde moderne tout en protégeant la pureté de son objectif principal. Le but n'était pas de construire un produit pour les clients d'aujourd'hui, mais de construire un gardien pour tous les lendemains de l'humanité. Dans ce nouveau départ, toute la trajectoire de la vie d'Ilya Sutskever trouve sa synthèse. Nous voyons l'universitaire de Toronto qui a le premier entrevu le potentiel révolutionnaire des réseaux de neurones. Nous voyons le scientifique d'entreprise qui a bâti les titans technologiques de Google Brain et d'OpenAI, portant sa vision à une échelle planétaire. Nous voyons le dissident, l'homme qui s'est opposé à l'élan irrésistible de sa propre création, croyant qu'elle déviait de sa trajectoire. Et maintenant, nous voyons le fondateur, le phénix renaissant des cendres d'un conflit douloureux, menant une mission ciblée et disciplinée pour accomplir sa promesse originelle. Son histoire personnelle est devenue inséparable de l'histoire de l'intelligence artificielle elle-même, reflétant son adolescence difficile et turbulente, son parcours de la théorie abstraite à une force qui change le monde, chargé à la fois d'une promesse incroyable et d'un péril existentiel. Il a été à la fois l'architecte de son ascension et sa conscience la plus éminente. Le dernier chapitre de son histoire, et peut-être de la nôtre, reste à écrire. La question qui plane sur sa nouvelle entreprise est la même qui le suit depuis des années. Cette nouvelle voie, cette approche ciblée et délibérée, mènera-t-elle au salut qu'il recherche si désespérément? Safe Superintelligence Incorporated réussira-t-elle là où d'autres ont, selon lui, échoué en créant un pouvoir qui sert l'humanité plutôt qu'il ne la domine? Ou deviendra-t-il une Cassandre des temps modernes, le prophète dont les avertissements étaient justes, dont la vision était pure, mais qui a finalement été entendu trop tard? Son entreprise sera-t-elle considérée par l'histoire comme la correction de trajectoire cruciale qui nous a sauvés ou comme un geste noble mais futile contre une marée inévitable? La réponse à cette question
définira non seulement son héritage, mais aussi l'avenir de notre espèce. L'impact d'Ilya Sutskever sur le monde est déjà monumental et indéniable. Il est l'un des architectes clés du paysage moderne de l'IA. Ses mains ont façonné AlexNet, déclenchant la tempête de l'apprentissage profond, et elles ont guidé la création des modèles GPT qui ont porté la puissance de l'IA à grande échelle à la conscience mondiale. Il a construit les moteurs qui alimentent d'aujourd'hui une part importante de l'économie et de la culture du XXIe siècle. Cette réussite technique suffirait à elle seule à lui assurer une place au panthéon des pionniers de l'informatique. Mais son héritage plus profond et peut-être plus durable pourrait être son insistance inébranlable, coûteuse et publique à affronter les dangers de ses propres créations. Il a traîné la conversation sur la sécurité de l'IA des couloirs feutrés des universités et des forums marginaux d'Internet directement dans les salles de conseil des entreprises les plus puissantes de la planète. Il a forcé le monde à considérer le problème de l'alignement non pas comme un lointain scénario de science-fiction, mais comme un défi d'ingénierie et philosophique urgent de notre temps. Il a payé un lourd tribut personnel pour cette conviction, perdant sa position et sa création dans le processus. Nous vivons maintenant dans un monde irrévocablement façonné par le génie d'Ilya Sutskever. Les outils que nous utilisons, les informations que nous consommons et l'avenir que nous imaginons sont tous filtrés à travers les réseaux de neurones qu'il a contribué à faire naître. La question déterminante de notre époque est donc de savoir si nous tiendrons également compte de ces avertissements. Le chemin vers la super-intelligence, autrefois considéré comme une autoroute unique et inévitable, s'est maintenant clairement divisé en deux. L'une est une route large et bondée de commercialisation rapide et de compétition acharnée. L'autre est un chemin plus escarpé, plus silencieux et plus incertain de prudence méthodique. Ilya Sutskever marche maintenant sur le chemin le moins fréquenté. L'avenir de l'humanité pourrait très bien dépendre de là où il mène.